Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé. Et aujourd'hui, je ne viens pas vous faire de top 10 sur un produit quelconque, je ne viens pas vous présenter un jeu, je ne fais pas de critique. Ce n'est pas une entrevue non plus, ce n'est pas non plus une vidéo théorique sur un sujet très niché en lien avec la conception de donjons, loin de là. Aujourd'hui, je tente quelque chose. Je fais une expérimentation, un petit laboratoire avec vous. Ça pourrait quasiment presque se rapprocher d'une vidéo en live, mais ce n'est pas du live. Et je tente le coup. Ça fonctionne bien, tant mieux. Ça fonctionne mal, tant pis. J'ai pas beaucoup de notes devant moi. J'ai pas beaucoup d'éléments sur lesquels je peux reposer mes réflexions ou, disons, mes discussions. Mais j'avais quand même le goût de produire une vidéo et de vous la présenter en ce lundi. Comme à l'habitude, souvent mes vidéos sortent le lundi. Et je vais vous expliquer rapidement pourquoi est-ce que je suis un peu sous ce format-là pour cette fois-ci. Eh bien, parce que au moment où j'enregistre cette vidéo-là, la fin de semaine qui arrive, c'est l'événement du Jeu Rôle 2025. Qu'est-ce que le Jeu Rôle? C'est en fait une collecte de fonds. C'est une immense activité qui prend la forme d'une partie de jeu de rôle gigantesque, avec plus de 70 participants qui sont scindés en plusieurs guildes et éparpillés sur plusieurs tables avec différents maîtres de jeu. Et l'objectif est d'accomplir en fait la quête en cours. Tout le monde a un peu la même quête avec quelques exceptions près sur les différentes, sur la prise de décision qu'ils peuvent avoir durant l'aventure. Et à la fin, il y a quand même des guildes qui peuvent en ressortir gagnantes, même si tout le monde pousse un peu dans le même sens. Il n'y a personne qui ne sait pas du PVP, là, on ne va pas s'attaquer entre tables, c'est loin de là. Et c'est une activité en fait qui est organisée par Philippe Taillon des Contes et des Dés, qu'on salue d'ailleurs au passage. Et il organise cet épique-là à chaque année pour ramasser des fonds pour le Centre des arts populaires de Nicolette, qui est un centre des arts, un centre culturel qu'on peut louer pour différentes activités, que ce soit des grandeurs nature, que ce soit des activités familiales, des événements qui sont associés à certaines fêtes durant l'année et autres choses comme ça. C'est vraiment un très bel endroit, mais qui coûte justement qui coûte un bon montant à entretenir avec le temps et à peaufiner et à mettre de plus en plus beau pour justement les différentes activités qu'il accueille. Et ainsi, à chaque année, Philippe organise le jeu rôle. Coup critique, on est allé à quelques reprises pour soit des parties sur scène devant public. Je suis allé également pour faire des parties dans une autre salle, mais il n'y avait pas mer à boire. Il n'y avait pas beaucoup de personnes qui étaient venues jouer à ma table parce que je faisais un peu ma fine bouche et j'avais pas tant le goût d'animer une partie de Donjons Dragons 5e édition dans le cadre d'un épique. Et je m'étais arrangé un peu avec Philippe à, disons, proposer quelque chose d'autre. Et tout de même en ayant le même objectif, c'est-à-dire ramasser des fonds pour le Centre des arts, et je refais l'expérience cette année. Et ainsi, j'enregistre cette vidéo maintenant. L'épique se déroule ce samedi, et ma vidéo est disponible pour les Patreons le lundi suivant. Et alors, je me suis dit, j'ai réfléchi un peu, qu'est-ce que je pourrais faire comme vidéo pour, disons, au moins sortir quelque chose le lundi. Et là, je m'étais dit, ça tombe bien parce que le Epic, je vais animer quelque chose. Au Epic, je vais animer une table, encore une fois, dans une autre pièce avec des gens qui se sont inscrits, une aventure de mon cru. Et je me suis dit, en fait, que ça pourrait être intéressant, en quelque sorte, de vous parler un peu de ce que je vais animer. Parce que, au fond, c'est pas trop grave si des gens qui ont participé à l'Epic écoutent la vidéo par la suite parce que l'Epic est passé. Donc, c'est pas comme un actual play, vous n'allez pas pouvoir réécouter cette partie que j'ai faite durant l'Epic. C'est vraiment une partie en privé autour d'une table avec des gens qui se sont inscrits. Donc, c'est pas grave si je dévoile les secrets de mon aventure. C'est réfléchi dans le temps, ça se déroule plus tard. Les personnes qui vont écouter cette vidéo, ça va déjà être trop tard, vous n'allez pas pouvoir vous spoiler. Donc, je me trouve presque machiavélique en pensant à cette idée de génie. Donc, ainsi, c'est pour ça que j'ai de l'air autant éparpillé, parce que j'ai pas de notes, je suis très peu organisé présentement, j'ai pas 1001 sujets pris en note devant moi. Le but étant simplement d'échanger avec vous, de discuter, de sortir des idées un peu à la va-vite concernant l'aventure que je vais faire animer. Donc, je vous conseille fortement, si vous écoutez cette vidéo présentement, de l'afficher en grand écran, parce que, ou du moins de la regarder plutôt que de l'écouter, parce que ça va beaucoup se reposer sur ce que je vais afficher à l'écran sur le visuel. Donc oui, il y a de la post-production, je fais apparaître des choses. Malheureusement, je n'ai pas encore développé la qualité de pouvoir enregistrer plusieurs écrans en même temps, même si je sais que ça ne serait pas si compliqué que ça au final de le faire, ça me tente
pas. Je suis bien dans mes pantoufles de post-prod. Ainsi, le épique, normalement, c'est une partie de Donjon Dragon 5e édition. Mais comme j'ai expliqué, de mon côté, j'anime quelque chose dans une autre salle. Ce n'est pas du Donjon Dragon. Vous allez peut-être me voir venir à 100 à l'heure. Ça va être du Shadow Dark. Et oui. J'avais le goût d'animer du Shadow Dark parce que je me disais que d'un certain sens, les gens n'allaient pas non plus se sentir trop dépaysés à expérimenter la bête, la bestiole, alors qu'ils sont possiblement assez habitués à la 5e édition de Donjon Dragon. Et puisque les deux ont quand même des atomes crochus sur de nombreux éléments, je trouvais ça un peu logique d'aller dans cette tangente-là. Et contrairement à d'autres années où j'avais peut-être 1 ou 2 participants, cette fois-ci, on s'est vraiment pris d'avance. Et on s'est tellement pris d'avance, Philippe et moi, à organiser, si on veut, ma table, qu'au final, je suis table pleine. Donc, j'ai quand même beaucoup de personnes autour de ma table. J'ai, je pense, 6 personnes, il me semble. 6 personnes qui vont incarner des tout petits aventuriers. Parce que oui, là, vous allez voir, je fais apparaître à l'écran. L'aventure que je fais animer se nomme « Les ruines aux échasses ». Et je lance un peu une balle à la volée à mon collègue Félix parce que j'apprécie beaucoup l'ambiance qui est reflétée dans les parties de Moss Ritter. Comme lui, j'apprécie beaucoup jouer dans l'incroyablement petit, vraiment dans le minuscule, où les menaces peuvent prendre des formes auxquelles on n'est pas vraiment habitué, où elles peuvent devenir, un petit problème peut devenir très important puisqu'il est dans une autre dimension, dans une autre forme d'une certaine réalité que nous, êtres humains, on ne peut pas comprendre. Alors ainsi, j'adapte. Sans nécessairement dire que j'adapte, ça reste du Shadow Dark de A à Z en termes de mécanique. La thématique va être très Moss Ritterienne. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais on va le dire comme ça. Donc, une aventure vraiment orientée où les personnages vont être des petites créatures qui vont jouer dans l'incroyablement petit. Mais je n'avais pas le goût non plus de me limiter aux souris. Alors que, puisque ce n'est pas du Moss Ritter, ça reste Shadow Dark, il y a plusieurs ascendances qui peuvent être disponibles, donc des races. Et ainsi, j'avais le goût d'explorer autre chose. Donc, il y a des souris, mais les personnes autour de la table vont aussi avoir l'occasion de jouer également une grenouille. Il y a également aussi une chauve-souris. Vous allez voir, il y a une petite twist par rapport à ça. La chauve-souris a la possibilité, bien entendu, de voler. Sauf que pour ce faire, elle doit se délaisser de tous les objets qu'elle porte sur elle. Elle ne peut pas avoir d'armes en main, elle ne peut pas non plus avoir de sac à dos. Elle doit être libre complètement pour pouvoir voler dans les airs, ce qui peut lui donner un certain avantage, mais ce qui peut également aussi la mettre en danger. Donc, les ruines aux échasses, en quoi ça consiste? Eh bien, déjà pour commencer, la durée de l'aventure doit environner les 5 heures. Il faut que ça dure environ la même durée que le jeu-rôle, l'épique en soi, qui se déroule dans une autre salle. Je vous le rappelle, la grande salle avec les multiples tables, les participants qui s'amusent gaiement à la 5e édition, et dans une petite salle à côté, dans le noir, dans l'obscurité, allumée par une chandelle, il y a moi et mes 6 participants qui rigolent. L'OSR, c'est bien mortel, c'est vachement cool. Et il faut que ça dure un peu la même durée de temps pour que tout le monde puisse un peu terminer en même temps. Mais on s'entend, l'OSR, comme il est, même Shadow Dark aussi, c'est assez mortel. Donc c'est fort possible que mes aventuriers, mes petites souris, mes petits crapauds meurent d'ici la fin, au bout de peut-être 2 heures. Et si ça arrive, eh bien j'ai quand même un plan B. J'ai des aventures qui sont prêtes, des aventures préconstruites. Je vais prendre les aventures pour Shadow Dark, justement, les petites aventures recto verso très cool. Et ça va être un peu mes plans B si jamais il se passe quelque chose. Mais gardons en tête que le tout doit durer environ 5 heures. Et là, je n'avais pas le goût nécessairement d'explorer uniquement un donjon humide. J'avais le goût d'aller dans quelque chose d'autre. Alors, je me suis dit, pourquoi pas un X-Crawl? Un X-Crawl, gros classique des jeux old school. J'en ai déjà parlé à quelques reprises sur la chaîne. Je ne vais pas non plus vous faire un gros exposé sur les X-Crawl aujourd'hui. L'objectif étant seulement de un peu à savoir qu'est-ce qu'il en retourne. Donc, ainsi, pour les gens qui ne le savent pas, un X-Crawl, c'est une carte qui est affichée, qui affiche en fait divisée, plutôt, on va dire ça comme ça, qui est divisée en plusieurs hexagones qui représentent le terrain ou la zone de jeu dans laquelle les personnages vont s'aventurer durant X temps.
Et là, ici, les ruines aux échasses, c'est un X-Crawl. Je vais vous le faire afficher à l'écran. Vous allez l'avoir devant vous durant toute la vidéo. Et je vais vous expliquer un peu ma réflexion, mes interrogations, comment est-ce que j'ai pu un peu, qu'est-ce que j'ai voulu mettre de l'avant, qu'est-ce que j'ai voulu laisser un peu de côté dans cette logique de partie où nos personnages sont des petites souris qui vont s'aventurer dans un endroit plus dangereux qu'ils le sont habitués d'aller. Et la prémisse de l'aventure est la suivante. Il y a de cela très longtemps, il y a eu un événement. Un événement qui, pour le bien de l'aventure, va demeurer encore, disons, un peu nébuleux. Qu'est-ce qui aurait pu vraiment arriver? Même qu'à la fin de l'aventure, on n'a pas vraiment une réponse claire de qu'est-ce que ça pourrait être, puisque le tout s'est déroulé à une autre échelle d'existence, en quelque sorte, une autre échelle de perception. On pourrait traduire ça par... Voyez ça un peu comme quand les hommes, quand l'être humain, l'espèce humaine, décide de contourner ou de dévier une rivière ou de construire un barrage, bref, un endroit qui dévie de sa route et qui devient soudainement soit inondé ou qui devient tout soudainement aussi asséché. Et les ruines aux échasses, c'est cette zone-là, un territoire qui autrefois était sec et qui soudainement, du jour au lendemain, via justement les agissements de l'homme, s'est retrouvé complètement inondé. Donc ça a été un peu l'équivalent d'une... Vous voyez ça un peu comme l'équivalent d'un immense tsunami qui est venu ravager une zone précise, un territoire donné, et qui a complètement chamboulé l'existence des créatures qui s'y trouvaient. Et les années ont passé, et tranquillement, il y a des gens qui ont voulu un peu se revenir au bercail, revenir prendre leur dû, retrouver, on dirait, pied à terre dans ce territoire qui était devenu une sorte de marécage, un peu toujours humide, toujours un peu trempé, très boueux, vaseux. Et malheureusement pour eux, eh bien, ils sont tombés sur une créature qui a pris nid, si on veut, dans les ruines aux échasses. Une créature qui s'est rapidement dévoilée comme étant une sorte de divinité, un dieu. Un dieu aussi dangereux qu'effrayant et qui, du moins au premier coup d'œil, n'a pas de sens ou n'est pas compris. Qu'est-ce qu'il peut être? Qu'est-ce qu'il est, ce dieu? Les créatures ne le comprennent pas. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'il tombe des cieux et qu'il perce le cœur de ses victimes avant de disparaître avec elles dans les airs. Je ne vais pas vous garder le secret trop longtemps, là. Le dieu, c'est un grand héron, dont le nom, les ruines aux échasses. Cette grande divinité a fait son nid dans ce nouveau territoire inondé, les grands hérons étant des grands amoureux des zones d'eau, des territoires marécageux, et ainsi a pris son nid dans ce territoire-là, dans cette zone-là, après le déversement de l'eau. Et les gens qui ont décidé de rester dans les environs ont rapidement un peu vu cette créature-là comme étant justement un dieu. Une créature qui va au-delà de la compréhension humaine. Parce qu'on se rappelle, prenez par exemple une souris, comparez-la à un héron, il y a une différence de taille assez importante, disons-le ainsi. Et un peu comme si c'était un dragon. Si on fait une comparaison un peu plus médiévale, fantastique, classique, là, vous voyez un peu le grand héron comme un dragon. Et ainsi, les ruines aux échasses ont vécu plusieurs événements qui ont un peu forgé sa légende. L'objectif de la partie, on s'entend, c'est un one-shot qui dure 5 heures, n'est pas non plus n'est pas en fait de présenter la chronologie complète de l'endroit de façon exhaustive et de décrire chaque lieu, chaque hexagone possible avec des détails rappelant les écrits de Tolkien en matière d'exactitude. On est loin de là. Le but, c'est de se laisser emporter par l'histoire, d'explorer, parce que c'est un X-Crawl, ça joue beaucoup sur l'exploration des hexagones, une facette que j'apprécie beaucoup des jeux de rôle. Et les personnages ne vont pas avoir les réponses à toutes les questions qu'ils peuvent se poser sur le pourquoi du comment de tel endroit. Il peut y avoir des déductions qui vont se faire au fil de l'aventure, mais il n'y a pas de réponse claire nécessairement. Et l'objectif, en fait, du X-Crawl, c'est de mettre un terme à l'existence du dieu en question, le grand héron, qui, on va dire, n'est pas vraiment maléfique, ce n'est pas une créature mal intentionnée. Mais il reconnaît sa place dans une certaine chaîne alimentaire et à mesure que le temps passe, à mesure que les ruines aux échasses, ce territoire marécageux, gagnent en expansion. Alors que les hommes continuent à dévier la rivière, continuent à, disons, chambouler on ne dit pas le rythme, mais le cours naturel des choses, eh bien, la ruines aux échasses prend tranquillement de l'expansion, agrandissant par le fait même le territoire de chasse du grand héron.
Et les petits regroupements d'animaux éparpillés un peu partout dans la forêt sont bien conscients de cette réalité. Et ainsi, un petit regroupement de courageux aventuriers, nos personnages, sont envoyés pour aller mettre un terme à l'existence de la bête. Prenons le temps ensemble d'explorer les différentes sections on va dire du X-Crawl, des hexagones en soi. Il y a le grand terrain de jeu, et le terrain de jeu est composé de plusieurs hexagones qui eux-mêmes possèdent des petits logos, des petits dessins à l'intérieur qui représentent en quelque sorte les différents événements qui pourraient arriver. L'objectif, bien entendu, des personnages, mettre un terme à l'existence du dieu, du grand héron, eh bien, cet objectif-là peut se faire de différentes façons, ou plutôt, il y a plusieurs outils, équipements, armes de légende que les personnages peuvent ramasser au fil de l'aventure pour les aider dans leur quête, bien que ce n'est pas non plus obligatoire d'accumuler l'entièreté des objets si les personnages souhaitent rapidement aller mettre un terme à l'existence de la bête. Donc, le but, c'est de donner des opportunités, d'ouvrir en fait les possibilités, mais de ne jamais forcer non plus les personnages à suivre un chemin précis. C'est un peu ça le plaisir aussi dans le concept d'un X-Crawl, c'est qu'on se déplace, qu'on explore, on va voir un peu qu'est-ce qu'il y a, et ainsi nos personnages arrivent au sud même du X-Crawl complet. Vous allez voir sur la carte, il y a un petit dessin qui représente un petit volant de bateau arrivé de la barque, et ce secteur-là est très profond. C'est un secteur qui est plus inondé que les autres, ainsi les personnages sont obligés de se déplacer en barque. On va dire le temps de déplacement entre les zones est variable. Selon l'endroit où les personnages se trouvent, il y a des zones qui sont plus rapides que d'autres, disons, à traverser. Le tout va se faire sur plusieurs jours. Ce n'est pas une petite promenade d'une après-midi. C'est un peu ça aussi l'avantage des X-Crawl, c'est qu'on n'a pas besoin de se casser la tête de garder à l'échelle, si on veut, le terrain qu'on démontre, qu'on montre aux personnes qui jouent la partie. Là. Chaque hexagone peut contenir, on va dire, assez de terrain difficile pour, disons, ralentir ou même accélérer le déplacement des personnages selon ce qu'ils souhaitent faire. Ainsi, au sud, les deux zones les plus inondées sont assez longues à traverser. Et ça démontre un peu le terrain, si on veut, l'entrée même du marécage des ruines aux échasses, un endroit isolé, abandonné des dieux, dans l'ombre, tout le long de la partie. Imaginez ça dans vos têtes, là, fermez vos yeux quelques secondes. Là. Imaginez tout le long de la partie, ça va se jouer le jour et la nuit en termes de temps dans le jeu, sauf que ça sera toujours un peu embrumé, un peu sombre. Le soleil va toujours être un peu visible dans les airs, mais recouvert en permanence par une brume très lourde qui pèse dans le cœur des personnages. Et ceux-ci ont vraiment l'impression en fait de rentrer dans un tout autre univers, une toute autre dimension. Et à partir de là, ils peuvent aller un peu partout. Et en début de partie, en début même de l'aventure, chose que j'aime beaucoup, je vais faire lancer aux personnages en fait différents dés qui vont leur permettre d'avoir des informations ou des rumeurs pour pouvoir les orienter durant la partie. Où est-ce qu'ils veulent aller? Parce que là, la carte que vous avez devant vous, c'est la carte complète. Sauf qu'il y a les personnages n'auront pas accès à tout ce que vous voyez présentement. Ils ne le sauront pas. Il va y avoir une base de l'hexagone, mais les petits icônes, les petits dessins ne seront pas nécessairement présents. Ils vont peut-être apparaître au fil de la partie, tout dépendant aux endroits où est-ce que les personnages vont se déplacer. Ainsi, en début de partie, les personnages vont lancer des dés pour choisir connaître des rumeurs concernant les ruines aux échasses, et ils peuvent avoir différentes informations, comme par exemple, dans celle que j'ai écrite, il y a l'existence d'un village au sein même des ruines aux échasses, et ça c'est vrai. Il y a le village des Salins, qui est un petit endroit vraiment à l'extrémité gauche du territoire, qui est habité par des batraciens, des salamandres et des grenouilles qui ont pris refuge dans cet endroit humide et qui peuvent aider les personnages si les personnages agissent bien avec eux. Dans les autres exemples de rumeurs, il y a l'existence d'une arme mythique qui se nommerait la lance du chevalier vert, qui se trouverait dans les ruines non loin du nid du grand dieu.
Et cette lance-là, en fait, pourrait être utilisée pour mettre un terme à l'existence de la créature. Et en fait, il s'agit de l'embouche d'une flèche. C'est une flèche cassée qui peut être maniée par plusieurs petites créatures en même temps et qui pourrait servir à percer la créature. Il y a ainsi plusieurs rumeurs que les personnages vont avoir à début de partie qui peuvent les aider à orienter un peu le début de leur aventure. Parce que sinon, bien, avec très peu d'informations, ils peuvent aller un peu dans tous les sens et peut-être ne rien tomber sur... on va dire, rien découvrir d'intéressant s'ils décident vraiment d'aller dans les zones qui sont peut-être un peu moins utiles à l'aventure, bien que j'ai quand même pris le temps d'écrire ou du moins d'inclure différentes tables aléatoires que j'ai empruntées, entre autres à Moss Ritter, afin de pouvoir peaufiner certaines zones dans le jeu en question. Il y a certains secteurs qui n'auront pas nécessairement une grande explication en matière de qu'est-ce qu'on peut faire pour tuer on va dire le seigneur des lieux, mais qui peuvent tout de même offrir différentes opportunités aux personnages, que ce soit des soins, entre autres, via justement des baies ou des petites feuilles qui peuvent servir à soigner des blessures. Ils peuvent tomber également sur les vestiges d'un ancien convoi de militaires, des animaux qui ont voulu aller mettre un terme à l'existence du dieu en question et qui sont tous morts. Et c'est un peu pour ça aussi qu'ils vont comprendre qu'ils doivent utiliser la subtilité avant tout. C'est pour ça que c'est un petit groupe, ce n'est pas une grosse armée, parce que, chose qu'ils ne savaient pas, du moins en début de l'aventure, c'est que c'est déjà arrivé par le passé, que des gens ont tenté de mettre un terme à l'existence du dieu et que ça n'a pas fonctionné. Et là, il faut user de la subtilité, de s'approcher le plus possible de son nid avant que ce dernier ne prenne conscience de l'existence des personnages, afin que, parce qu'à partir du moment où le grand héron est conscient que des créatures pourraient lui vouloir du mal, eh bien, il va s'envoler dans les airs et voler au-dessus du territoire pour éventuellement les attaquer, et chose que les personnages ne savent pas, et qu'ils pourraient apprendre s'ils vont dans les bonnes zones, ou du moins dans les endroits les plus intéressants pour ce type d'informations-là, c'est que le grand héron n'est pas seul. Il a un culte qui le suit. Il a des adeptes de culte qui le suivent et qui le prient. Des petits animaux comme différentes sortes de souris et rats qui vont lui offrir des sacrifices animaliers quotidiennement pour pouvoir rester on dirait, sous ses bonnes grâces. Et ces derniers se couvrent de plumes pour un peu se faire passer pour des oiseaux alors qu'ils ne le sont clairement pas. Et ils sont un peu vus par les habitants du village des Salins comme un peu des foufous. Et ils peuvent être éparpillés un peu partout sur la carte. Donc, dans les rencontres aléatoires que j'ai inclus dans l'aventure, peu importe où les personnages vont se ramasser, ils peuvent tomber sur ces adeptes de culte et en apprendre un peu plus peut-être sur l'existence du grand héron et sur aussi également possiblement les objets qu'ils peuvent découvrir pour mettre un terme à l'existence de la créature. Bref, en matière de durée, je ne suis pas inquiet que ça va environner les 5 heures, et si jamais il se passe quelque chose, j'ai mes plans B pour pouvoir réagir en conséquence, soit les personnages meurent ou ils finissent par trucider le grand héron très rapidement. J'ai d'autres aventures pour pouvoir combler le temps qu'il reste. Mais il y a quand même certains points que je voulais disons, mentionner, certains détails ou certains critères que je trouvais intéressants à incorporer dans le contexte de ce X-Crawl-ci. Lorsqu'on garde en tête, en fait, l'idée de vouloir concevoir un X-Crawl, il y a certaines choses qui sont pertinentes et qui, je trouve, sont quand même intéressantes à explorer. Et en premier lieu, je l'ai mentionné tout à l'heure, il y a les variables en matière de mouvement. Comme je l'ai mentionné, selon les zones où les personnages vont se trouver, eh bien, il y a des endroits qui sont plus rapides à traverser que d'autres. Par exemple, le village des Salins, c'est une zone qui est très rapide à traverser. Le X-Crawl va être très vite à passer d'un bout à l'autre, alors que d'autres endroits, comme les endroits qui sont très marécageux et profonds, eh bien là, ça va être un peu plus long. Il y a aussi également le concept des Travels Action, donc un peu les actions que les personnages peuvent faire pour pouvoir mener à bien le déplacement d'une zone à une autre, d'un X-Crawl à une autre. Donc, que ce soit par exemple trouver des ressources, explorer, partir en éclaireur, on dirait fermer la garde ou plutôt fermer le groupe afin de garder un coup d'œil vers l'arrière s'il se passe quelque chose. Il y a plusieurs possibilités. Et là, je me suis beaucoup inspiré de Troika, qui est un autre jeu que j'apprécie énormément et qui utilise énormément aussi le concept même de l'exploration par zone, un peu comme on le voit là. Les personnages ont la possibilité de se perdre, parce que oui, il y a le fait que
il doit avoir quelqu'un qui va les mener, qui va être en quelque sorte le leader et qui va les guider au travers des ruines. Et si cette personne-là, si ce joueur-là ou cette joueuse, ce personnage ne réussit pas à bien mener le tout, où il lit mal les cartes ou les indices ou même le terrain qui se trouve devant lui, eh bien, les personnages peuvent se perdre. Et là, je lance un petit dé, qui est souvent un dé 6, et qui peut en fait définir la direction dans laquelle les personnages vont aller. Souvent, ça va être plus facile lorsqu'ils sont dans une zone qui est plus centrale au Hexcrawl. Le D6 représente en fait les zones qui sont autour. Si on se trouve plus dans une zone qui est à l'extrémité gauche ou à l'extrémité droite du Hexcrawl, je vais lancer souvent un D4 ou même parfois un D6, mais garder simplement le 1, 2, 3 afin de définir la direction dans laquelle les personnages se lancent. Bien entendu, on est dans de l'OSR, donc les personnages vont prendre en considération leurs ressources, que ce soit leur nourriture, le temps de repos. On rajoute à tout ça les fameuses rencontres aléatoires que j'ai adaptées de Moss Ritter pour les utiliser dans Shadow Dark, donc un peu la transition, la conversion des caractéristiques à la volée. On s'entend, c'est pas une grosse compétition, là. Le but, c'est d'avoir du plaisir. J'ai tenté comme je peux de trouver un peu les équivalents en matière de créatures. Un chat, qu'est-ce que ça pourrait représenter en matière de dangerosité si on le compare dans Shadow Dark pour des personnes de taille normale, alors que les personnages sont maintenant des souris dans le contexte de la partie. Et aussi un détail que j'ai trouvé très important, qu'en fait, je voulais vraiment inclure. Avec l'expérience les salles du Roi Sanglant, je me suis vraiment découvert un petit amour pour les factions. J'aime ça lorsqu'il y a des factions au sein même d'une zone à explorer qui sont opposées, qui ne vont pas nécessairement se faire une guerre ouverte, mais qui vont avoir une certaine animosité ou du moins des objectifs contraires les uns avec les autres. Et dans le contexte-ci, il y a bien entendu les adeptes du culte qui vont suivre les préceptes du Grand Héron, mais il y a également aussi les habitants du village des Salins, ces petits Bactraciens qui tentent un peu de juste vivre leur petite vie au quotidien et qui sont conscients de la menace que représente le Héron, mais ne vont pas non plus le considérer comme étant un dieu tout-puissant. Ils vont tout simplement vouloir laisser ça derrière. Donc, ça ressemble un peu à ça. Comme je vous ai dit, l'objectif n'est pas de prévoir une grosse affaire super complexe avec plein de caractéristiques différentes et de vous afficher tout ça à l'écran et de vous perdre dans un amoncellement de calculs et de caractéristiques. Je voulais simplement prendre le temps de vous présenter un peu les idées que j'avais eues, que je voulais explorer, de voir un peu comment est-ce que celles-ci peuvent s'exprimer en matière de jeu dans l'incroyablement petit et comment est-ce que je voulais orienter ma partie sous sa forme de Hexcrawl. Je serais curieux de savoir qu'est-ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous considérez ce format-là un peu trop déroutant, trop brouillon, un peu trop à gauche et à droite en même temps, pas assez bien concis comme j'ai l'habitude de le faire, ou du moins comme j'essaye de le faire. Je voulais vraiment quand même prendre le temps de sortir une petite vidéo, de vous présenter un peu qu'est-ce qui s'en venait, qu'est-ce que je souhaitais faire, parce que j'aime ça présenter des choses, j'aime ça vous parler, j'aime ça avoir vos avis, j'aime ça avoir vos retours. C'est vraiment un véritable plaisir pour moi de pouvoir échanger avec vous. Et si jamais vous êtes au jeu rôle, eh bien j'ai bien hâte de vous voir et je suis très content en fait de vous avoir vu parce que vous allez écouter cette vidéo-là après le jeu rôle. Donc, hey! Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez un peu... Qu'est-ce que vous auriez rajouté? Si vous étiez à ma place, qu'est-ce que vous auriez rajouté de plus? Là, c'est sûr, je ne vous ai pas tout dit. Il y a énormément de choses que j'ai laissées sous-entendues. Je ne vous ai pas décrit les tables aléatoires. Je ne vous ai pas montré les différentes créatures ou les personnages non-joueurs que les personnages peuvent rencontrer durant la partie. Mais j'aurais été curieux d'un peu de savoir qu'est-ce que ça vous inspire. Qu'est-ce que vous auriez ajouté comme menace, comme problème, comme possibilité, comme ennemi, comme allié potentiel. Dites-moi tout dans les commentaires. Je veux le savoir. Et pour les autres, on se dit à la prochaine fois.